Le tableau dont je voulais parler aujourd'hui est un tableau d'un peintre très connu, puisqu'il s'agit de Rubens, qui a été peint au début du XVIIe siècle, à Anvers. Donc il faut se replacer dans le contexte du climat artistique à Anvers à cette époque. Il y a une explosion du nombre de peintres, une explosion du nombre de peintures produites, puisqu'on se retrouve avec les Pays-Bas comme le centre de la production de peinture à l'huile d'Europe à peu près, en termes de volume. Et quelque chose qu'on oublie souvent, c'est que les œuvres de l'époque étaient souvent des œuvres, non pas d'un seul maître, mais des collaborations avec leurs assistants, avec leurs apprentis, avec leurs collègues, mais aussi parfois, pas à l'intérieur d'un même atelier, mais des collaborations entre spécialistes, entre maîtres. On a par exemple des tableaux de portraits, où le portrait a été fait par un spécialiste portraitiste, et où les guirlandes de fleurs tout autour ont été faites par des spécialistes des fleurs. On a des tableaux où le paysage a été fait par un peintre et les personnages par un autre. Et dans celui que nous voyons aujourd'hui, il s'agit de la tête coupée de la Méduse, avec ses cheveux en serpent. Eh bien, la tête de la dame a été peinte par Rubens, mais après grand débat entre les différents experts en histoire de l'art, il a été conclu que sa chevelure grouillante de serpent a été peinte par Snyders, un spécialiste de la peinture animalière et extrêmement réaliste. Donc si vous regardez de près, vous vous rendrez compte que ces serpents sont très beaux, extrêmement ressemblants, probablement peints d'après nature, parce qu'on savait que Snyders avait un grand nombre de modèles d'ateliers qui étaient peints d'après nature, au point que les naturalistes sont capables d'identifier certaines des espèces représentées. Donc la plupart des serpents que vous voyez ici, ce sont en fait des couleuvres Natrix natrix. Toutes simples, si vous voulez. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est que même si pour un scientifique d'aujourd'hui, ce sont des couleuvres, pour un spectateur de l'époque, il y a toute une variété de serpents. Vous remarquerez des vipères qui ne sont pas reconnaissables aux choses qu'on a pu vous apprendre quand vous étiez petit avec la forme de la tête en V ou ce genre de choses. Non, non. Elles sont reconnaissables à leur comportement tel que décrit par Pline. C'est-à-dire des serpents enlacés dans une étreinte d'accouplement où la femelle tue le mâle. Et puis juste à côté, une femelle qui se fait... et à côté, une femelle qui subit la vengeance de sa descendance en se faisant ouvrir le ventre par ses petits. Donc nous voyons une influence très importante des textes sur ces images. Ce tableau cite Pline. Ce tableau cite aussi d'autres auteurs qui ont développé le thème de la métamorphose de la Méduse, la métamorphose de son sang en toutes sortes de serpents, en particulier Ovide, ainsi que Lucain. Et vous remarquerez aussi que si les légendes disent que les gouttes de sang du cou de la Méduse sont à l'origine des serpents, il y a aussi tout un tas de choses que nous, on ne classerait pas comme serpents. Vous avez une salamandre, vous avez un très joli scorpion, vous avez un serpent enroulé qui, quand on y pense, pourrait bien être en fait un mille-pattes. Et puis, il y a un animal qui a attiré mon attention. C'est un animal très étrange, parce qu'il n'a pas vraiment une tête de serpent, il est palo, rose, avec des espèces d'excroissance ou de branchies au niveau du cou. Et puis surtout, il a 2 têtes. Et ça n'est pas quelque chose de courant ou de normal. Et donc cet animal mystérieux et tout à fait fantasmatique, il a un nom et il vient lui aussi des textes, en l'occurrence un texte de Lucain, et c'est
l'Amphisbène. Amphisbène, ça vient du grec. Et ça veut dire amphi, double, de, bène, qui marche. Donc, qui marche dans les deux sens. D'où l'idée d'avoir une tête de chaque côté. L'Amphisbène est une entité naturelle assez variable au cours du temps. C'est-à-dire que les premiers textes parlent du fait qu'il marche aussi bien en avant qu'en arrière, et très bien, pourquoi pas. Et c'est seulement à la suite de ça et secondairement qu'on lui attribue une tête à la place de la queue. Et au cours du Moyen-Âge, les représentations vont beaucoup varier, comme souvent avec les serpents un peu imaginaires. Il va se retrouver parfois avec des ailes, parfois avec des pattes. Et on reconnaîtra tout de même systématiquement l'Amphisbène parce qu'il aura deux têtes, ou du moins une tête normale et une tête parfois plus petite à l'extrémité de sa queue. Mais l'Amphisbène de Rubens, ou plus précisément l'Amphisbène de Snyders, est tout de même très particulier. Donc, à l'époque, tout tableau qui avait du succès se retrouvait copié. Donc, dans ce cas-ci, on a deux versions originales peintes ensemble par les deux maîtres, et puis on a d'autres copies, dont certaines se sont perdues, on en a la trace, mais uniquement écrite, et on a des copies qu'on a encore sous la main et qu'on peut comparer, on peut voir des styles différents et ainsi de suite, et on peut même spéculer sur l'endroit où le peintre a pu voir le tableau pour exécuter sa copie. Et à l'aide des données archivistiques, on peut même spéculer sur l'endroit ou l'occasion où le peintre qui fait la copie a pu voir le tableau pour l'exécuter. Dans ces cas-là, c'était à des expositions à l'occasion de vente. Et donc nous retrouvons notre petite Amphisbène dans son coin, soigneusement recopiée. Et en examinant donc ces tableaux et ces Amphisbènes, je me suis dit, mais ça me dit quelque chose. J'ai l'impression de l'avoir déjà vu quelque part. Et c'est là que je me suis souvenue d'un autre peintre. Un peintre qui ne peignait pas du tout les mêmes choses que Rubens, et qui peignait des peintures qu'on appelait des cabinets, ou qui présentaient les cabinets de curiosité, soit de ses clients, soit simplement un assortiment de choses qu'il possédait et qu'il réutilisait souvent d'ailleurs dans plusieurs peintures, de choses de prix esthétiques, étonnantes, venant d'ailleurs. Et donc, ces cabinets de collectionneurs étaient des types de nature morte assez innovantes qui remportaient un grand succès. Donc nous avons ici un cabinet de collectionneurs peint par Franz Franken. Vous y voyez une foultitude de détails, une grande précision. Quand on compare avec d'autres tableaux, on peut réidentifier précisément certains objets qui ont été réutilisés. Et vous remarquerez un tableau dans le tableau, accroché au mur, une petite miniature qui correspond à un format assez populaire à l'époque et à une peinture sur cuivre qui correspond à un petit format qui a été très à la mode avant l'explosion de la peinture à l'huile sur toile. Et donc, sur cette huile sur cuivre, on voit un petit Amphisbène. Et vous voyez qu'il est quasiment identique à celui du tableau de la Méduse. Et c'est là que commencent les questions. Qui a commencé? Qui est le modèle de l'autre? Est-ce qu'il partageait un modèle d'atelier? Qui a vu l'autre? On ne sait pas. Mais on peut continuer à investiguer. Et en particulier chez Franken, si on a l'œil aiguisé et qu'on sait ce qu'on cherche, on va trouver des choses remarquables. Il a peint, entre autres, des tableaux de très grande taille. Le choix entre le vice et la vertu, par exemple, est un tableau foisonnant, avec énormément de personnages dans tous les sens et sur plusieurs niveaux. Et on va avoir, dans ce tableau qui fait 2 mètres de large et quasiment 1,50 m de haut, si on y met beaucoup d'attention et qu'on regarde tout en bas, sous les sabots d'un des satyres,
en bas à droite, vous allez voir un minuscule amphibème. Encore une fois, ce qui est intéressant, c'est pas tant la présence d'un amphibème, mais après tout, pourquoi pas, c'est amusant, un serpent à deux têtes, c'est que cet amphibème est vraiment graphiquement identique à ceux qu'on a déjà vus jusqu'ici. Cet amphibème, on le retrouve également tout petit, dans un coin, esquissé sur un caillou, tout en bas d'une très belle adoration des mages, conservée dans un musée de Bâle, et qui est juste à côté de la signature du peintre. Et ça nous pose des questions intéressantes. Est-ce que cet amphibème discret, mais précis et répétitif, ne serait pas, d'une certaine manière, une signature, un cryptogramme, une espèce de monogramme pour signaler l'identité du peintre? Alors, vous allez me dire que ça fait peut-être doublon avec la signature. C'est très juste, et ça pose des questions. Est-ce que ça correspond à une volonté de marquer une série, de les distinguer d'autres tableaux? Est-ce que ça correspond à des tableaux pensés pour un commanditaire particulier? Est-ce que c'est la signature d'un apprenti qui me laisse sa marque discrètement? Je n'ai pas la réponse. Mais ce que je sais, c'est que cet amphibème continue à avoir une vie extrêmement mouvementée. Jusqu'ici, tout ce que je vous ai montré, ce sont des tableaux qui viennent des Pays-Bas, ou du moins des Pays-Bas actuels. Parce que, évidemment, en termes politiques, les Provinces-Unies et la Flandre avaient des frontières variables. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on va le retrouver en France, dans ce très beau vélin qui a été numérisé et qui est entièrement consultable sur Gallica. Donc c'est un album de dessin présentant des fleurs, et puis de temps en temps, pour agrémenter, il y a quelques animaux, et au milieu de pages qui montrent des coccinelles, des sauterelles, des petites chenilles, des choses tout à fait banales et familières, eh bien, cet amphibème, ce qui est tout de même très troublant. On retrouve également cet amphibème dans un contexte complètement différent, celui de la science. Jusqu'ici, je vous ai parlé des sources textuelles et du fait que les artistes s'inspiraient directement de descriptions qui, à nos yeux, peut-être paraissaient courtes ou pas très détaillées, mais quelques lignes de description d'un passage mythologique, par l'importance culturelle que ce passage a pu prendre, devient une façon de montrer son érudition, du fait qu'on a lu les bons textes, qu'on y a réfléchi et qu'on est capable de les montrer. Et de la même façon, cela flatte la culture. Et de la même façon, cela flatte la culture du spectateur, qui a le plaisir de reconnaître les épisodes mythologiques et classiques. Évidemment, il y a différents niveaux. On peut reconnaître la tête de la méduse, on peut reconnaître certaines caractéristiques des vipères dont j'ai parlé, mais effectivement, il faut avoir lu dans le détail pour repérer l'amphibème. Comment est-ce que l'amphibème se retrouve en contexte scientifique? Alors, comment est-ce qu'on retrouve l'amphibème dans un contexte scientifique? Du moins dans quelque chose qui se veut une ressource scientifique de référence sur les animaux du Nouveau Monde. Eh bien, il se trouve que amphibème, ça ne recouvre pas seulement un serpent mythologique. C'est aussi le nom donné à un type d'animal qui techniquement n'est pas un serpent. C'est un peu la même chose que les orvets, c'est-à-dire que c'est une autre occasion dans l'évolution où des lézards ont perdu leurs pattes. Et donc là, nous avons un lézard sans pattes qui vit sous terre, un peu comme un lombric, et donc, avec les mêmes contraintes que les vers de terre, se retrouve avec une tête toute ronde, sans rien qui dépasse et parfois quasiment sans yeux, et puis une queue qui est à peu près tout aussi ronde, et en l'absence de cou ou de changement de diamètre, il est très difficile de savoir où est la tête, où est la queue. Et ce qui est remarquable, c'est que, grâce à la mobilité de sa peau, ce lézard sans pattes est capable
d'aller dans un sens et dans l'autre. Conclusion, il a été appelé amphisbène. Notons qu'il y a une espèce d'amphisbène européenne. Elle est plutôt rare et extrêmement discrète, comme beaucoup des animaux qui vivent sous terre. Quand on a découvert les Amériques, on a découvert d'autres espèces d'amphisbènes, qui ont donc beaucoup marqué ces explorateurs qui essayaient de cataloguer une faune qui leur était profondément étrangère. Et pour leur donner un nom logique, un nom qui fasse référence à des choses connues, ils les ont appelés amphisbènes. Ce qui est remarquable, c'est que donc dans ce trésor mexicain, qui est censé présenter toutes les observations naturalistes d'un médecin botaniste et zoologue qui avait été envoyé par le roi d'Espagne en Amérique du Sud et au Mexique, eh bien, ce qui est particulièrement remarquable, c'est qu'il y a donc 2 articles sur les amphisbènes. Il y a un article sur l'amphisbène mexicain qui décrit très soigneusement tout ce que je viens de vous dire, la couleur de sa peau, la très petite taille de ses yeux, la difficulté de distinguer la tête de la queue, la capacité à aller dans les 2 sens, une description naturaliste, parfaitement correcte et soigneuse. Et à côté de ça, il y a une gravure qui représente notre amphisbène, celui de Snyders, celui de Franken, avec ces petites, ces espèces de nageoires branchies, pas bien déterminées, et soigneusement gravées. Et donc cet animal est décrit comme l'amphisbène européen. Et ce qui est très intéressant, c'est que le compilateur, qui donc utilisait les notes de la personne qui avait fait les observations pour rédiger, explique qu'il avait quand même un grand doute sur cette histoire de serpent à 2 têtes. Que ça n'avait pas de sens, que ça n'était pas logique, que ça n'avait pas de cohérence et qu'il ne voyait pas pourquoi Dieu aurait créé un animal comme ça. Et qu'il était donc assez peu disposé à l'intégrer à son livre, mais que son mécène lui avait fait parvenir, alors qu'il travaillait sur ce chapitre et qui allait bientôt partir à l'imprimeur, lui a fait parvenir un dessin exécuté en France, prétendument d'après nature, en couleur. Et là, donc, nous avons notre compilateur qui explique que j'ai vu ce tableau, je me suis dit, bon, bah, ok, il va falloir que j'en parle, parce que ces images sont vraiment frappantes. Évidemment, on peut prendre tout ça avec quelques pincettes. Dans quelle mesure a-t-il été convaincu par l'image? Et il est tout à fait concevable qu'une image en couleur et bien peinte soit extrêmement convaincante pour l'existence de quelque chose. À une époque, évidemment, où on n'a pas beaucoup de représentations, disons, à volonté réaliste, parce que c'est cher, c'est rare, et ça demande énormément de compétences. On a des gravures qui sont beaucoup plus répandues, mais qui sont en noir et blanc et au trait. Il est possible qu'il ait été convaincu. Il est aussi possible qu'il ait été convaincu par le fait que le dessin lui avait été apporté par son mécène. Et donc, quand votre financeur vous transmet quelque chose avec beaucoup d'enthousiasme, il est un petit peu compliqué de lui dire que non, pas du tout. Et donc, c'est comme ça que, juste après notre amphisbène européen, avec ses petites branchies, nous avons aussi un dragon, ou du moins un squelette, qui est censé être un dragon, et le chapitre qui correspond à cette gravure est également quelque peu dubitatif et plein d'un scepticisme d'excellent aloi. Et c'est comme ça donc qu'on se retrouve avec une espèce de famille d'images très proches les unes des autres. Alors on peut établir de légères distinctions. Est-ce que la deuxième tête est un petit peu tournée ou alors pas du tout? Est-ce que ça fait un cercle ou est-ce que ça fait un peu un point d'interrogation pour essayer de deviner
quelles sont les images qui ont pu servir de modèle à d'autres, quelles sont celles qui peuvent avoir des modèles communs. Et c'est comme ça qu'on peut établir des arbres généalogiques putatifs entre ces différentes images et donc établir des relations, que ce soit des relations personnelles ou des relations par circulation physique des supports d'images, tout au long donc, du XVIIe siècle, puisque ça commence au début du XVIIe et on a des images jusqu'au troisième quart du XVIIe siècle, sur une demi-douzaine de peintres, et on se retrouve donc avec des formes très différentes, des formats très différents, des degrés de détail très différents, et surtout des finalités différentes, parce que l'amphisbène de la Méduse n'est pas du tout le même en termes de discours, en termes d'assertion sur le monde naturel, que celui qu'on va trouver dans un livre naturaliste qui se veut une somme de références. Et c'est comme ça que, simplement en regardant les petits détails d'un tableau, on peut tirer des fils qui révèlent des choses sur les connexions entre les différents peintres, les circulations entre les pays, les circulations entre les disciplines, et puis ce qu'il se passait dans la tête des gens quand ils regardaient un tableau et que, dans un certain sens, ils le lisaient. Et pour venir à des problématiques disciplinaires, ça veut aussi dire que les historiens des sciences s'intéressent aussi aux images, s'intéressent évidemment à l'illustration scientifique, mais cette illustration scientifique ne peut pas être détachée de la culture visuelle plus large, et donc de l'histoire de l'art de l'époque considérée. Et symétriquement, les historiens de l'art sont en général très intéressés d'avoir un regard naturaliste sur les toiles qu'ils étudient, parce que les images en question ont été produites dans le cadre d'un discours sur la nature, parfois inspiré de gravures naturalistes, parfois inspiré de modèles d'atelier, parfois d'après nature, parfois d'après des animaux naturalisés, pas toujours tout à fait exactement, et ainsi de suite. Et toutes ces informations sont parfois plus facilement accessibles à des spécialistes de l'histoire naturelle qu'à des spécialistes de l'histoire de l'art. Et donc je ne peux qu'encourager les spécialistes des deux disciplines à se parler, et je suis donc une grande défenseuse de l'interdisciplinarité et du travail collaboratif entre différentes disciplines pour mieux comprendre les œuvres et mieux comprendre la compréhension de la nature aux époques considérées.